bonjour à tous, bonjour à mes chers maîtres. Tout d'abord, je souhaiterais remercier l'ensemble des membres du bureau de la Société marocaine de cardiologie et leur présidente pour l'ensemble des efforts déployés pour cette première version digitale de notre rencontre annuelle. Et donc, sans plus tarder, je vais tout de suite aborder le sujet qui m'a été demandé de traiter, à savoir quel est le risque rythmique dans le prolapsus valvulaire mitral. Et nous avons eu deux présentations magistrales qui prouvent bien que ce sujet est toujours un sujet d'actualité et extrêmement passionnant. Alors, comme ça a été précisé auparavant, donc, le prolapsus valvulaire mitral est une valvulopathie qui est assez fréquente, qui touche 1 à 3% de la population générale et dont les complications majeures sont dominées par l'insuffisance mitrale et par l'insuffisance cardiaque, qui peuvent ainsi amener le patient à une chirurgie valvulaire. Cependant, il semble y avoir un sous-groupe de patients qui échappent à la règle et qui seraient plutôt exposés à un risque d'événements rythmiques, et ceci indépendamment lié de la sévérité de l'insuffisance mitrale. Ainsi, la responsabilité du prolapsus valvulaire mitral dans la genèse de ces arythmies n'est pas encore totalement clairement établie et fait toujours débat au sein de la communauté scientifique entre une dysfonction valvulaire bénigne ou une valvulopathie maligne. Alors, depuis quelques décennies, les mécanismes physiopathologiques sont toujours en cours d'acquisition et de compréhension, mais un certain nombre de facteurs de risque ont été individualisés et ont permis un petit peu de dresser un phénotype de patients à haut risque rythmique qui mériterait ainsi une surveillance plus rigoureuse pour une prise en charge adaptée. Alors, pendant longtemps, donc, le PVM a été considéré comme une valvulopathie bénigne jusqu'à la publication de Nishimura en 1985, qui en effet a suivi cette population de 237 patients étiquetés comme PVM et il les a suivis pendant une période de 8 ans. Alors, l'incidence de la mort subite chez ces patients-là a été estimée à 2,5% par an sur cette période de 6 ans, soit une incidence annuelle de 0,4% par an. Mais une incidence qui semblait donc pas trop se détacher de la population générale. Mais lorsque l'on regarde en fait les complications de ces patients-là, eh bien, près de 2,5% de ces patients font des morts subites, avec comme particularité chez tous ces patients une valve extrêmement myxoïde. Et depuis cette publication, on considère que le PVM avec dégénérescence myxoïde sévère, au-delà de 5 mm, était un facteur puissant de complications cardiovasculaires. Alors, quelques années plus tard, Duren est venu un petit peu conforter cette première observation, toujours sur la base d'une population de 300 patients avec un PVM idiopathique. Et en effet, il a constaté que près d'un tiers de ces patients faisaient des complications sérieuses, complications qui étaient principalement dominées par des complications rythmiques, avec près de 47% des patients qui faisaient de la tachycardie ventriculaire, mais surtout une incidence de la mort subite qui rejoint un petit peu les données qui ont été retrouvées de l'ordre de 2,5%, voire même une fibrillation ventriculaire de 1,7%. Et donc, en fait, ces premières données ont été, on va dire, un petit peu éclipsées par les données, donc on va dire, faussement rassurantes de l'étude de Framingham, qui, elle, a plutôt retrouvé un faible taux de complications des prolapsus valvulaires mitraux par rapport à la population contrôle et concluait plutôt à une valvulopathie bénigne. Et c'est la raison pour laquelle le doute a un petit peu plané sur l'imputabilité du prolapsus valvulaire mitral dans la genèse de ces arythmies. Et il a fallu, en fait, ce premier papier de la Mayo Clinic, qui est extrêmement intéressant, puisqu'il est venu un petit peu nous réconcilier un petit peu ces divergences et puis surtout nous montrer que l'histoire naturelle du prolapsus valvulaire mitral n'est finalement pas un long fleuve tranquille. En effet, grâce à ce très beau travail, 3 sous-populations de patients ont pu être individualisées, avec en particulier des patients qui présentaient des facteurs de risque primaires et qui, comme ça a été préalablement dit, ce sont des patients chez qui le taux de mortalité est extrêmement élevé, il avoisine à peu près 20%. On a des patients, le sous-groupe des patients avec aucun facteur de risque primaire ou secondaire, et chez ces patients-là, donc
la probabilité des événements cardiovasculaires était plutôt faible, donc avec une probabilité de survie qui était similaire à celle de la population générale, tandis que pour les patients qui cumulaient un certain nombre de facteurs de risque secondaires, eh bien, l'évolution de ces patients-là était ponctuée au fil des années par des complications cardiovasculaires. Mais l'observation en fait la plus intéressante dans ce travail, c'est que 16 morts subites ont pu être répertoriées et parmi ces morts subites, 2 tiers de ces patients appartenaient au groupe de patients à bas risque. Donc, il y a là clairement donc, une preuve évidente que finalement, cette valvulopathie, qui pendant longtemps a été considérée comme une valvulopathie bénigne, se caractérise par un pronostic qui est extrêmement hétérogène. Alors, il a fallu attendre 10 ans avant la publication de ce très beau travail auquel donc, M. Sarano a participé. Donc, dans ce travail, les auteurs ont en fait repris le registre des morts subites rythmiques extra-hospitalières sur une période de 9 années. Et parmi ces cas de morts subites, 24 patients ont été étiquetés comme étant des morts subites inexpliquées, après avoir éliminé donc, les causes de coronaropathie, des cardiomyopathies et les canalopathies. Et lorsque l'on regarde en fait les données démographiques de ces patients-là, 10 patients sur les 24, soit 42% de ces patients, avaient un prolapsus valvulaire mitral bivalvulaire, avec comme caractéristique donc une nette prédominance féminine retrouvée dans 90% des cas, et surtout, l'arrêt cardiaque était le premier événement malheureusement dans 80% des cas. Un arrêt cardiaque qui, il est important de souligner, survient au repos, sans lien avec un stress physique ou émotionnel. Alors, l'autre remarque qui a été donc portée par les auteurs, c'est que ces patients-là, seuls 10% d'entre eux avaient une insuffisance mitrale sévère, ce qui montre bien que finalement, ce profil de patient avec un prolapsus valvulaire mitral bivalvulaire avait bien un risque rythmique, et ceci indépendamment de la sévérité de l'insuffisance mitrale. Alors, qu'en est-il par rapport aux données électrocardiographiques? Eh bien, 80% de ces patients avaient des anomalies de la repolarisation avec des ondes T négatives dans les dérivations inférieures. Mais surtout, tous ces patients-là avaient une hyperexcitabilité ventriculaire avec des ESV bigéminés, parfois compliqués de tachycardie ventriculaire soutenue ou polymorphe. Et donc, au terme de ces premières observations, donc, les auteurs ont en fait identifié un syndrome que l'on appelle le syndrome de prolapsus bivalvulaire malin, auquel il faut penser dès lors que l'on a la tétrade qui associe femme jeune, valve myxoïde bivalvulaire avec des ondes T négatives en inférieur et des extrasystoles ventriculaires de morphologie évocatrice. Alors, en effet, quelles sont ces morphologies? Eh bien, ces extrasystoles ventriculaires qui accompagnent le tableau du prolapsus valvulaire mitral ont un aspect très évocateur. Regardez bien ces tracés. Donc, ce sont des ESV qui sont à type de retard droit, puisqu'elles naissent au niveau du ventricule gauche, avec un transitionnel qui se fait au niveau de la région médiane du cœur, et avec un axe supérieur pour les ESV qui naissent du pilier postérieur, ou un axe inférieur pour les ESV qui naissent du pilier antérieur. Donc, de manière prédominante, on retrouve surtout ces ESV donc naissant de la région du muscle papillaire, mais ce ne sont pas les seuls sites d'émergence qui ont été évoqués. D'autres auteurs ont retrouvé des foyers naissant au niveau de la région des voies d'éjection aortico-pulmonaire, mais aussi au niveau de l'anneau mitral et au niveau de l'anneau tricuspide. Alors, une autre hypothèse a également été soulevée, qui est celle de l'extrasystolie ventriculaire de Purkinje, suggérant ainsi que dans la population des patients avec un PVM, il y avait possiblement une possible maladie de Purkinje sous-jacente. Alors, dans ce très beau travail de la Mayo Clinic, les auteurs ont en fait repris les patients avec un syndrome de prolapsus bivalvulaire malin, avec ou sans arrêt cardiaque, et ils ont analysé les données électrophysiologiques de ces patients-là. Donc, regardez bien ce tableau. Vous allez voir que, en fait, ces extrasystoles, eh bien, on retrouve un petit peu ce qui a été dit. Ce sont des ESV qui naissent de manière prépondérante au niveau du muscle papillaire ventriculaire gauche ou au niveau de la branche fasciculaire. Mais l'observation qui a été faite, c'est que ces patients qui faisaient un arrêt cardiaque, eh bien, tous avaient une extrasystolie ventriculaire qui naissait du réseau de Purkinje. Donc, au final,
ce n'est peut-être pas forcément la morphologie de l'extrasystole ventriculaire qui constitue le facteur de risque, mais plutôt le site d'origine, et en particulier ces ESV de Purkinje qui, à la manière d'une gâchette, sont capables d'initier une fibrillation ventriculaire inaugurale. Alors, quels sont les mécanismes physiopathologiques sous-jacents à l'ensemble de ces arythmies? Eh bien, il est très difficile de pouvoir définir le point de départ de l'ensemble de ces arythmies, mais de nombreux travaux ont en fait suggéré que la disjonction annulaire mitrale était probablement l'anomalie structurelle de départ à l'origine de l'ensemble de ces anomalies morphofonctionnelles de l'appareil valvulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la disjonction annulaire mitrale? Eh bien, c'est cette solution de continuité fibreuse entre le mur inférolatéral du ventricule gauche et l'anneau mitral. Alors, elle a été décrite, cette anomalie a été décrite déjà dans les années 80 et Hutchin et ses collaborateurs ont en effet constaté sur les cœurs autopsiés que cette disjonction annulaire mitrale avait possiblement un rôle fondamental dans la dégénérescence myxoïde de la valve mitrale, et ceci par le simple stretching mécanique généré par l'hypermobilité de l'appareil valvulaire. Alors, ce concept, il a été pendant très longtemps, on va dire, rejeté et plutôt considéré comme étant une hypothèse spéculative des anatomopathologistes, jusqu'au jour où les échographistes ont en fait montré qu'au final, cette anomalie était aisément identifiable sur une échocardiographie transthoracique de routine. Ça a été très bien démontré juste auparavant. Donc, c'est cet espace qui sépare en fait l'insertion atriale de la valve mitrale postérieure du mur inférolatéral. Alors, mieux que ça, les échographistes ont montré en fait d'autres anomalies qui accompagnent cette disjonction annulaire mitrale, avec notamment ce mouvement de curling qui correspond en fait au découplage fonctionnel de l'anneau mitral avec son attache ventriculaire gauche. Il y a aussi une dilatation paradoxale de l'anneau mitral et une traction excessive sur le pilier mitral qui favoriserait ainsi une hypertrophie avec une fibrose de remplacement. Donc, toutes ces données échographiques semblent être corrélées avec une fréquence beaucoup plus élevée des extrasystoles et des tachycardies ventriculaires non soutenues. Enfin, pour terminer sur l'échocardiographie, je voudrais juste citer ce signe, le signe de Pichet-Loeb, un signe donc, qui est aisément recueilli en parasternal grand axe et qui semble être corrélé à une fréquence beaucoup plus élevée des arythmies ventriculaires. En effet, dans ce très beau travail, les auteurs ont en fait montré que pour les patients qui avaient un pic systolique à l'anneau mitral latéral au-delà de 16 cm par seconde, eh bien, ce critère était un marqueur de risque arythmogène des prolapsus bivalvulaires malins. Alors, quelle est la place de l'IRM dans la stratification du risque rythmique chez ces patients-là? Donc, jusque-là, c'était plus la structure myxoïde et cette hypothèse de la maladie de Purkinje qui était incriminée dans la genèse des arythmies. Mais dans ce très beau travail de Cristina Basso, donc les auteurs ont en fait repris le registre des morts subites de l'Italie du Nord et ils ont en effet constaté que près de 7% de ces patients avaient un prolapsus valvulaire mitral, avec là encore 70% des patients avaient un PVM bivalvulaire. On retrouve un petit peu le phénotype qui a été décrit par la Mayo Clinique, à savoir ce sont des sujets jeunes avec une prédominance féminine, des ontés négatives dans le territoire inférieur et qui présentent des extrasystoles ventriculaires. L'autre élément d'information qui paraît également important, c'est que 20% de ces patients étaient déjà sous bêta-bloquant au moment de l'événement rythmique, ce qui souligne tout de même les limites du traitement médical dans la prévention de la mort subite. Donc au final, les patients qui ont été analysés par IRM avant l'événement rythmique avaient tous comme particularité de la fibrose qui était documentée par un rehaussement tardif au niveau du pilier mitral et au niveau de la région inférobasale du ventricule gauche. Cette fibrose était tout à fait corrélée avec la morphologie de l'extrasystolie ventriculaire, suggérant ainsi que la fibrose pouvait ainsi constituer le substrat de l'instabilité électrique. Alors, pour compléter ces données, cette même équipe a essayé de voir s'il y avait un lien entre la disjonction annulaire mitrale, la fibrose et l'arythmie. Pour cela, ils ont repris les patients considérés comme étant des PVM arythmiques et sans insuffisance mitrale significative, et ils les ont ainsi étudiés en deux groupes, un groupe avec fibrose et un groupe sans fibrose. Et là encore, les résultats sont concordants avec ce qui est précédemment cité, à savoir que ce sont avant tout
des sujets qui ont un prolapsus bivalvulaire avec une nette prédominance féminine. Mais surtout, ils ont surtout démontré qu'il y avait une corrélation linéaire entre la longueur de la disjonction annulaire mitrale et la sévérité du curling, les deux paramètres étant constamment associés à la présence d'une fibrose ventriculaire gauche en IRM. Alors, faut-il pour autant faire une IRM pour tous les prolapsus valvulaires mitraux? Clairement non. Il faut savoir distinguer le PVM arythmique du PVM échocardiographique et il faut savoir penser à pousser les investigations dès lors que l'on a un certain nombre de facteurs de risque cliniques, électriques ou échocardiographiques. Alors, y a-t-il une place pour l'exploration électrophysiologique chez ces patients-là? Eh bien, clairement, l'exploration ne peut pas être recommandée de manière routinière dans la stratification du risque rythmique, mais par contre, dès lors que le patient présente une arythmie ventriculaire avec un substrat arythmogène tel que de la fibrose documentée en IRM et un événement clinique tel qu'une syncope ou un malaise lipothymique, eh bien, dans ces conditions, l'exploration paraît tout à fait raisonnable puisque, au terme de celle-ci, elle pourra éventuellement permettre l'implantation prophylactique d'un défibrillateur. Alors, y a-t-il une place pour l'ablation des extrasystoles ventriculaires dans le contexte du prolapsus? Il faut savoir qu'il y a très peu de données dans la littérature, mais dans ce travail que l'on a préalablement cité, eh bien, il apparaît clairement que pour les patients qui ont un PVM avec des ESV symptomatiques et réfractaires au traitement médical, ou alors chez des patients qui ont des thérapies délivrées par leur défibrillateur, eh bien, l'ablation peut être une option qu'il va falloir proposer pour ces patients-là, avec des résultats tout à fait encourageants, puisque l'ablation a été faite avec succès dans 86%, sans pour autant oublier que dans 36% des cas, dans un tiers des cas, il faudra éventuellement compléter par une autre procédure, ce qui ne signe pas l'échec de la première ablation, mais plutôt la récidive sur de nouveaux foyers. Alors, quelle est la place de la chirurgie valvulaire mitrale sur le profil rythmique de nos patients? Eh bien, là encore, il y a très peu de données dans la littérature qui sont principalement soit des études monocentriques ou des case reports, mais dans ce travail de la Mayo Clinic, les auteurs ont en fait évalué si la correction du trigger mécanique permettait de réduire la charge en extrasystole ventriculaire. Alors, les résultats sont un petit peu décevants dans le sens où la chirurgie valvulaire mitrale, même lorsqu'elle est bien faite, elle ne réduit pas significativement la charge en extrasystole ventriculaire, mais il a été constaté que lorsque la chirurgie est faite chez des sujets jeunes, eh bien, celle-ci permettait une réduction de 10% des extrasystoles en post-opératoire. Et donc, à partir de ces observations, les auteurs ont permis ainsi d'évoquer cette possible hypothèse selon laquelle une chirurgie précocement faite pourrait avoir un impact sur l'arrêt du processus de progression du substrat arythmogène du prolapsus valvulaire mitral. Mais cela dit, ce travail montre bien finalement que le mécanisme traumatique généré par l'hypermobilité de l'appareil valvulaire mitral n'est finalement pas la seule étiologie sous-jacente. Alors en effet, si la chirurgie valvulaire ne réduit pas la charge en extrasystole, elle permet tout de même de réduire les arythmies ventriculaires malignes et de réduire les chocs appropriés après une correction chirurgicale. Donc au final, cette option thérapeutique est une option qui est intéressante et qui mérite d'être explorée davantage. Donc au final, à la lumière de l'ensemble de ces travaux, il apparaît clairement qu'il y a des facteurs de risque cliniques, électriques et échocardiographiques qui ont pu être individualisés. Et donc, tout le challenge, c'est de pouvoir identifier des patients à haut risque de mort subite dans une population qui est plutôt à bas risque cardiovasculaire. Donc, ce que l'on a remarqué, c'est que tous les patients à haut risque rythmique sont des patients qui ont les trois composantes du triangle de Koumel, à savoir un substrat arythmogène représenté par la fibrose myocardique, une extrasystolie ventriculaire qui déclenche l'arythmie et la modulation du système nerveux autonome avec cet état d'hyperadrénergie qui favoriserait ainsi les arythmies. Le tout sur un terrain de sujets jeunes avec une prédominance féminine, un prolapsus bivalvulaire, une disjonction annulaire mitrale et ce fameux signe de Pichelov. N'oublions pas que l'exploration peut avoir un intérêt chez les patients qui ont un substrat arythmogène avec une extrasystolie ventriculaire, sans pour autant oublier que le protocole de la stimulation ventriculaire programmée n'est pas codifié et sa valeur prédictive est toujours inconnue.
Enfin, je termine par ce très beau travail qui correspond en fait à la première étude multicentrique cas témoin. Donc, c'est un travail qui a été fait donc, au niveau de 8 centres français et qui a été piloté par le professeur Doharo de manière conjointe avec la Mayo Clinique. 42 patients ont été implantés d'un défibrillateur en prévention secondaire sur une mort subite récupérée en rapport avec un prolapsus valvulaire mitral sans aucune autre cardiopathie sous-jacente. Ces patients ont été comparés avec un groupe contrôle et là encore, les résultats rejoignent un petit peu le phénotype que l'on retrouve un petit peu. Ce sont des patients jeunes avec là encore une prédominance féminine et qui sont plutôt à bas risque cardiovasculaire. Cependant, une observation a été faite, 3 facteurs apparaissent indépendamment liés à l'antécédent de mort subite chez les prolapsus valvulaires mitraux et il s'agit principalement des antécédents de syncope ou de l'hypothymie, les extrasystoles ventriculaires fréquentes naissant du pilier postérieur, plus ou moins associées à de la tachycardie ventriculaire non soutenue documentée, et la présence d'un prolapsus valvulaire mitral plus profond, bivalvulaire, avec une dégénérescence myxoïde sévère et une disjonction annulaire mitrale. Donc, en conclusion, les arythmies ventriculaires dans le prolapsus valvulaire mitral sont fréquentes, mais ne sont pas toutes sévères. Il est clair que cette valvulopathie, qui pendant longtemps a été considérée comme une valvulopathie bénigne, se caractérise par son hétérogénéité de pronostic, au sein de laquelle il existe un phénotype de prolapsus valvulaire mitraux arythmique. Ces prolapsus se caractérisent par un certain nombre d'éléments. Ils ont pour la plupart une disjonction annulaire mitrale qui manifestement pourrait être l'anomalie structurelle de départ, une dégénérescence myxoïde sévère, des anomalies de la repolarisation au niveau du territoire inférieur et une extrasystolie ventriculaire qui naîtrait avec prédilection au niveau du pilier postérieur. Tous ces éléments semblent définir ainsi le phénotype de prolapsus valvulaire mitral arythmique, et ceci indépendamment de la sévérité de l'insuffisance mitrale et de la fonction ventriculaire gauche. La place de l'IRM semble indéniable dans la stratification du risque rythmique, et ce en particulier chez les patients qui sont étiquetés comme prolapsus valvulaire arythmique. Enfin, il paraît indispensable d'élaborer un score pour la stratification du risque de mort subite dans le prolapsus valvulaire mitral, ce qui permettra ainsi d'identifier des patients qui mériteraient ainsi une surveillance beaucoup plus rigoureuse pour une prise en charge adaptée. Et donc, je terminerai juste par cette phrase: tous les chemins mènent à la dame, en référence à la disjonction annulaire mitrale, mais aussi à toutes les femmes, avec à leur tête la présidente, qui ont œuvré pour l'organisation de ce congrès digital exceptionnel. Merci beaucoup.